cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Donc, Sabrina Gaudreau-Drouin aujourd'hui à l'animation. Comme toujours, je suis accompagnée aujourd'hui d'une très belle équipe de chroniqueurs cette fois-ci. D'abord, Jean-Noël Roland. Alors que tu nous avais laissé là, sur notre fin un peu la semaine passée, cette semaine, tu poursuis cette histoire qui, comme nous l'avons vu, là, était quand même pleine de rebondissements. Si vous l'avez pas encore écouté, là, je vous invite d'ailleurs à le faire pour mieux comprendre et surtout quand même mieux suivre la chronique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu poursuis cette histoire de l'ascension des Carolingiens dans le royaume des Francs. Exact. C'est ça. Parfait. Ben bonjour Jean-Noël. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous Elliott Boulat qui va poursuivre également sa chronique de la semaine dernière qui portait en fait sur la basilique de Saint-Denis. J'ai bien hâte d'en savoir plus car cette fois-ci, tu nous entretiens spécifiquement sur la symbolique royale à la basilique de Saint-Denis au temps des Capétiens. Exactement, oui. Bonjour Elliott. Bonjour. Nous avons également avec nous en studio Jean-Félix Aubé-Pronce, chroniqueur médiéviste habituel que vous connaissez bien. Bonjour Jean-Félix. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Maxime Laprise, que vous connaissez moins bien, qui est avec nous en fait pour la première fois aujourd'hui et qui étudie également l'histoire médiévale. Bonjour Maxime. Bonjour. Notre émission ne serait rien sans régisseur. Cette semaine, nous en avons deux pour le prix d'un, Charles Bénard et Julien Lehoux. Bonjour les amis. Allô. Allô. Avant de commencer l'émission, j'ai un petit message de la part du comité organisateur du colloque Jean-Marie Fecteau, dont je fais fièrement partie, ainsi que Jean-Félix. Faut pas oublier en fait que vous avez jusqu'à dimanche de cette semaine, le 15 décembre, donc dans 2 jours, pour soumettre votre proposition de communication pour présenter au colloque qui aura lieu les 11, 12 et peut-être 13 mars prochain. Vous pouvez trouver les détails de l'appel de communication sur la page Facebook du colloque Jean-Marie Fecteau et les propositions doivent être envoyées à l'adresse, je vais la dire, colloque.jmf.ucam@gmail.com. Je vais m'assurer quand même de mettre ces informations-là sur notre page pour un peu vous faciliter la vie. Sur ce, sans plus attendre, je me tais pour qu'on puisse passer à la première chronique de l'émission. Donc, Jean-Noël, la semaine passée, tu nous as conclu ça au moment où les Pépinides retournaient finalement sur le devant de la scène politique après de nombreuses péripéties. Oui. C'est vraiment le cas de le dire. Je pense que la question est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Si vous avez écouté l'émission... J'imagine, oui. C'était le but de la césure. Ça tombait pile poil. Alors, vendredi dernier, nous nous sommes quittés en 687, précisément au moment où, contre toute attente, le maire du palais austrasien, appelé Pépin II de Herstal, a écrasé l'ensemble de l'armée neustrienne de Bercher, son homologue pour le camp neustrien, à la bataille de Tertry. L'issue marque un tournant majeur pour les futurs Carolingiens. Bercher prend la fuite aussitôt à l'issue de ce conflit, avant d'être assassiné un peu plus tard, l'année suivante, par sa belle-mère, très sympathique, oui, belle-mère, qui se prénomme Anseflède. Elle-même avait une petite fille, Adaltrude, qu'elle va destiner à marier à Drogon, qui est le fils aîné de Pépin de Herstal. On voit un peu le jeu politique derrière. Mm-hmm. Ce n'est qu'à la suite de cet assassinat additionnel donc, que Pépin II parvient à s'emparer de l'ensemble des territoires francs. Il les unifia en prenant sous sa garde le roi mérovingien Thierry III de Neustrie, donc celui qui venait de rencontrer finalement sur le champ de bataille avec Bercher. Et finalement, ce roi Thierry III de Neustrie va conserver non seulement le royaume de Neustrie, mais en plus va devenir par la même occasion roi de l'ensemble des territoires francs. Et donc, on a enfin une réunification après tant de péripéties, de guerres civiles et d'opposition. Ok, super. Ben, en fait, comment il parvient? Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là quand même. C'est ça, pourquoi oui. lui en particulier? Alors, Pépin II, c'est un petit filou bien pragmatique. Et du point de vue de l'historien, aujourd'hui, ça paraît évidemment très simple quand on analyse sa politique. Mais pour l'époque, c'est une toute autre histoire. Ce succès peut s'expliquer d'une part parce que les Pipinides parviennent à conserver leur intérêt malgré les défaites successives qu'ils ont vécues et à maintenir une même parentèle au pouvoir. C'est quand même pas rien. Cela s'explique aussi parce que ses membres ont été capables, avec succès, il faut le dire, d'agir à la fois sur la longue durée, sur divers théâtres d'opération et sur différentes échelles du pouvoir afin de contrôler et de mobiliser aussi, mais de maintenir un ensemble de ressources depuis des échelles les plus inférieures du pouvoir jusqu'à celles les plus élevées qui sont incarnées par la fonction épiscopale, la charge comtale également, en dehors de la mairie du palais qu'ils avaient souvent aussi dans leurs mains.
Et cela s'explique aussi parce que Pépin fait le choix de l'unité du royaume en gardant les particularismes régionaux de chaque terroir. Ce qu'avait fait un petit peu, je l'avais vu dans la chronique sur la guerre civile franque, là, avec le roi Clotaire II, roi mérovingien, qui réunifie après la première guerre civile, si on veut, les territoires. Lui aussi va placer son fils en Austrasie pour maintenir une sorte de particularisme régional. Et donc, comme ça, tout le monde est content. Pépin donc est parvenu à s'allier à certains grands neustriens et offrit même sa protection aux abbés et aux évêques issus de ce terroir contre lequel il était opposé. De manière très efficace, il profite aussi du moment pour placer quelques-uns de ses fidèles, évidemment, sur les sièges épiscopaux vacants et les sièges comtaux également, afin de parfaire l'unification. Pépin restait maire du palais d'Austrasie, tandis que son fils Grimoald II, souvenez-vous, on avait déjà vu un premier Grimoald, mais lui, il avait mal fini dans l'histoire pépinine, si je puis dire. Et donc, son fils Grimoald II devient pour l'occasion maire du palais de Neustrie, tandis que son fils aîné, Drogon, que j'ai déjà mentionné, lui, son fils aîné, se voyait confier la Bourgogne. Et donc, chaque terroir garde son particularisme. Et voit son identité conservée à travers la mairie du palais, tandis que l'unité était personnifiée par l'installation d'un souverain unique mérovingien. Pendant ce temps, Pépin, qui réside la plupart du temps en Austrasie, dans ses domaines entre Meuse et Moselle, région où il bénéficiait, je l'avais déjà dit, d'appui conséquent au sein de l'aristocratie locale, d'où il tirait d'ailleurs ses forces principales. Comme on peut le constater, donc, il va placer ses membres de la famille, du clan, au poste clé du pouvoir, dans des évêchés, à la tête d'abbayes importantes. Notamment autour de Saint-Denis, on va voir que Pépin va avoir une politique importante autour de ces grandes abbayes. Tu nous avais déjà parlé un petit peu de ça la semaine dernière, Elliot. Donc, cette politique d'attribution de charges, tant publiques ecclésiastiques, au Grand d'Austrasie était vraiment méthodique. La nomination par Pépin d'un dénommé Lambert comme évêque de Maastricht, dans ce qui deviendra le diocèse de Liège, et surtout la nomination de l'évêque Hubert, son successeur, fournissent un admirable exemple de cette politique menée au cœur même du royaume austrasien. L'identification d'Hubert comme étant un proche de Plectrude, la première épouse de Pépin, permet d'envisager aisément un contexte de cette élection vraiment particulier sur la cathèdre épiscopale, une forme de népotisme presque. Mais également de mieux considérer l'intérêt porté ultérieurement par les Pipinides aux reliques du Saint-Homme. C'est toujours utile d'avoir des saints dans son entourage pour le prestige de la lignée. Parallèlement, Pépin tisse des liens étroits avec la papauté et l'Église de manière à garantir sa politique. Dans cette perspective, il trouve des appuis chez les missionnaires et les évangélisateurs anglo-saxons qui venaient faire leur chemin de croix, si je puis dire, en territoire saxon, frison notamment, et surtout pour les territoires frisons au nord, donc nord de la Belgique, surtout Pays-Bas et plus au nord encore, actuellement. La politique de Pépin donc tend aussi à faciliter la sécularisation des biens ecclésiastiques. Tu nous avais aussi un peu mentionné ça la semaine passée, Elliot. Une tendance qui s'est poursuivie et généralisée par le successeur de Pépin, Charles Martel, le futur Charles Martel. Ce n'est pas un hasard si au même moment, des évêques tentent, à l'image de Saint Léger d'Autun, dont j'avais déjà parlé dans une chronique précédente, de constituer ce qui paraît de véritables principautés. Tout en menant des incursions en Frise, donc riche région marchande et axe commercial considérable en devenir, Pépin est fort de son pouvoir et ne revendique pas le royaume en 691, alors qu'il aurait pu le faire après sa victoire, et surtout lorsque survint le décès du roi mérovingien Thierry, que j'avais mentionné. Au contraire, il se montre d'une certaine manière très loyal finalement envers la descendance de Clovis, puisque Pépin est désireux de préserver l'unité du royaume, dont il est lui-même le seul, semble-t-il, être garant de l'unité. Il impose finalement un seul roi au régnum franc, alors que la tradition franque voulait qu'il y ait un partage entre les différents héritiers. Et donc on va voir se succéder donc Clovis IV, son frère Childebert III, puis son fils Dagobert III, qui régnèrent tous trois successivement. Pépin va finalement mourir le 16 décembre 714, c'est-à-dire peu de temps après son fils Grimoald, qui lui-même est tué à Liège alors qu'il priait à Pâques en avril 714, par un frison qui puisait. Au moment donc où je l'ai dit, où celui-ci se recueillait sur les reliques de Saint-Lambert, on voit que c'est pas anodin. Il fait vraiment mauvais vivre à Liège de ces jours-là. Toujours est-il que Pépin se fait enterrer en plein cœur de l'Austrasie, à Chèvremont, qui est une forteresse, et là on voit aussi une idéologie politique derrière. On veut créer une sorte de nécropole. Ça va pas marcher, mais toujours est-il qu'on voit qu'il y a une volonté de Pépin de faire un peu comme les Mérovingiens avant lui.
Et donc Elche-Vremont est un lieu qui fut richement doté pour l'occasion afin de devenir sa nécropole. Hein. Tu l'as mentionné notamment pour Saint-Denis. Charles Martel va faire aussi le saut, tout en n'étant pas roi, mais c'est quand même un acte politique. C'est vrai que se faire enterrer, faut encore une fois, comme on l'a rappelé la semaine dernière, comme tu l'as aussi dit, l'important c'est de renvoyer une image, et ce qui habite les gens à cette époque, c'est vraiment cette dualité entre une vie terrestre et une vie céleste. La vie terrestre étant une préparation pour la suite, il faut bien préparer sa vie céleste au niveau terrestre. Et le lieu ad sanctos, auprès des saints, si c'est possible, c'est vraiment, il y a un choix derrière, et c'est souvent en politique, c'est pas dénué de tout intérêt. Puis, par rapport à sa succession, est-ce qu'on va retourner une nouvelle fois vers une grosse crise, là, finalement, politique dans le royaume, ou... Effectivement, un problème se pose quant à la succession du maire du palais austrasien. Pépin de Herstal meurt, ses fils ne sont plus vivants, alors que faire? Et en effet, donc, ces deux fils légitimes, je viens de le dire, issus du premier mariage avec Plectrude, l'ont précédé dans la tombe. Bien que la charge du maire du palais n'est pas censée être héréditaire, nul ne cherche un successeur parmi un autre clan que celle de la famille des Pépins, des Pipinides. Et donc divers candidats au sein de ce même clan vont s'opposer dans une lutte acharnée pour la succession à la tête de la mairie des palais des trois royaumes, Austrasie, Neustrie, Bourgogne. L'Aquitaine est toujours un petit peu à part. Alors que Pépin avait pris les dispositions pour désigner son petit-fils de 6 ans, Théodald, d'après les conseils avisés de sa femme Plectrude, auquel il légua d'ailleurs tous ses biens. Le problème, c'est que Pépin, entre-temps, avait contacté un second mariage à la mode germanique, et oui, c'était autorisé à l'époque, avec une femme prénommée Alpaïde, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui lui donne un fils, Charles, prénom à l'origine de la désignation d'ailleurs des Carolingiens, Carolus en latin. Latin germanisé, si on veut, pour la dynastie qui lui survivra, qualifié ultérieurement de Martel en raison de son goût pour cette arme très fracassante. Mais si le nom de Charles Martel nous semble si familier aujourd'hui, c'est essentiellement en raison de la bataille de Poitiers de 732, où il arrêta une avancée arabe. Ça, je vous invite à aller écouter aujourd'hui l'histoire, Maxime Laprise qui avait fait une chronique là-dessus, mais plus particulièrement sur les récupérations de l'extrême droite de ce fait divers de l'histoire carolingienne. Et voilà. Ça, c'est dit. Cette petite incursion c'était pas grand monde en plus. Oui, c'était une petite escarmouche, mais néanmoins, il a eu le mérite de le faire. Et donc, craignant pour ses avoirs, je reviens à la veuve Plectrude qui s'empare du trésor royal pour le compte de son fils de 6 ans, Théodald. Elle juge finalement qu'elle dirigerait elle-même les affaires du royaume en tant que régente à la mairie du palais pour le compte de son petit-fils. Comme le faisaient avant elle les reines mérovingiennes finalement. C'est très logique dans son esprit, semble-t-il. Alors que le royaume avait déjà souffert des successions difficiles chez les Mérovingiens dans la dynastie royale, le détenteur de la mairie du palais reçut la capacité d'agir et de remplir lui-même la charge qui consistait à gouverner pour le compte du roi. Et voilà qu'eux aussi se mettent à la division. Qui plus est, Plectrude assume donc toute cette régence dans un contexte de guerre civile à nouveau, et de surcroît fait enfermer Charles, le futur Martel, en prison à Cologne. L'emprisonnement de ce dernier correspondrait à la période durant laquelle Charles prit la décision de prénommer, et ça c'est important, un de ses fils, né en 714-715, Pépin. Le futur Pépin le Bref. On voit que les choix des noms, et c'est déjà le cas chez les Mérovingiens, a toute son importance à l'époque médiévale. Souvent il n'y a qu'un prénom unique, et puis il y a juste un surnom parfois, et pas toujours. Et donc ce choix de nom peut induire des intentions politiques et stratégiques futures. C'est pas anodin. On peut comprendre pourquoi Plectrude, voulant protéger son fils de 6 ans Théodald, s'est dit oula le Karl, on va l'enfermer, on va le garder sous bonne garde et être sûr qu'il ne fasse pas de bas coups. Les deux branches donc de ce clan qui jadis étaient unifiées, qui avaient unifié leurs forces pour soutenir Pépin dans son ascension politique et renforcer son emprise en Austrasie, entre désormais dans une opposition très ouverte. Mais cet antagonisme intrinsèque au clan des Pipinides était déjà latent du vivant de Pépin de Herstal, puisqu'il aurait même déjà causé quelques disparitions tragiques connexes. Par exemple, je pense au martyr de l'évêque Lambert au début du 8e siècle, tué par, semble-t-il, un homme de main d'Alpaïde. Ça, c'est encore une légende qui n'est pas tout à fait avérée, à creuser. Peut-être l'objet d'une autre chronique. Ou même la mort déjà évoquée de Grimoald, Grimoald II, sur la tombe de ce même Lambert. Donc c'est quand même pas anodin. Mais c'est quoi les réactions des autres partis, des autres royaumes? La mainmise de Plectrude sur le pouvoir en Austrasie, évidemment, ne plaît pas aux Neustriens, toujours le royaume du Nord-Est, qui ne perd pas de temps pour lever une armée afin de reprendre leur autonomie. Ils ont l'habitude, en même temps, après tout ce qu'on a pu voir les semaines précédentes.
En septembre 715, une confrontation a lieu près de Compiègne, à Saint-Jean-de-Cuise, et cette bataille se conclut par une victoire neustrienne, de concert avec les Saxons et les Frisons, avec lesquels ils s'étaient tout juste alliés pour l'occasion. Pas stupide, les Neustriens. C'est alors un dénommé Ragenfred qui s'empare de la mairie du palais de Neustrie, dont le souverain était alors Chilpéric II, successeur de Dagobert III. Ce roi Chilpéric II, qu'on venait de sortir d'on ne sait où, s'appelait en fait Daniel. Il était un clerc, un moine, avant d'être choisi comme roi. On l'imagine, le petit Daniel, dans son monastère, sorti in extremis pour devenir roi du jour au lendemain. Une fois sorti de son trou, de son monastère, Daniel, ça ne faisait pas trop mérovingian, voyez-vous, et donc il fallait le nommer Chilpéric. Puis je vais finir par le dire. Charles Martel, lui, il figure comment dans tout ça? Eh bien, dans ce contexte de guerre civile, Charles parvient à s'échapper de sa geôle et il trouve les appuis nécessaires pour lever des forces afin de s'opposer à la fois à la belle-mère d'un côté et aux Neustriens de l'autre. Et il va remporter plusieurs victoires où il réussit à s'imposer tout d'abord comme maire du palais de l'Austrasie, puis de l'ensemble du royaume des Francs. À la suite de la bataille d'Amblève en 707, de Vincy en 717, de Soissons en 718, son coup de force, sans doute, est à l'origine de son surnom. Tout au long de ce succès multiple, il rallie à sa cause de plus en plus de grands du royaume, dont Hubert, évêque de Tongres-Maastricht, et même Willibrord, le grand évangélisateur de la mission en Frise. Cependant, Charles devait encore s'adjoindre au roi mérovingien afin de légitimer son emprise et ne pas satisfaire les velléités de chaque petit royaume. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un dénommé Clotaire IV avant d'entamer, vers 720, des rapprochements avec Eudes, duc d'Aquitaine, un allié de Ragenfred. Et ce duc Eudes, en fait, va donner, littéralement, à Charles le roi Clotaire et Ragenfred, qu'il va les vendre, littéralement. Et finalement, il va décider d'évincer ce roi pour remettre le petit Daniel sur le trône et réunifier à nouveau le royaume des Francs. Et c'est ici que je vous quitte avant de continuer dans une autre chronique. La suite de cette merveilleuse aventure des Carolingiens. J'aime ça, comme ça, tu nous tiens en haleine tout le temps. C'est le but. Mais merci beaucoup, Jean-Noël, d'avoir poursuivi cette histoire. On va attendre la suite là, pour janvier. On va maintenant passer à la pause musicale qui nous est offerte par DJ Lehou. Il faudrait vraiment se trouver des noms de DJ plus originaux. Moi, parce que DJ Lehou, c'est pas fort. On va travailler là-dessus, mais en attendant, qu'est-ce que tu nous proposes? Là, ce que je te propose, c'est le titre Grimy Waifu par l'artiste JPEG Mafia. Do I let that nigga live? Bullets coming at you. Take these bullets from me, that's my grimy waifu. It keep on dumping it too. Take these bullets from me, that's my whoa. These bullets coming at you. Take these bullets from me, that's my grimy waifu. It steady dumping it too. Take these bullets from me, that's my man, you know what I'm saying. I ain't got no bird bags. Fucking with me, you gon' get the price or tax. Music biz don't get no pat on the back. Stack it up, stack it up, stack it up. Pack it up, pack it up. Whoa, hold up. Grown, whipping the days in. My appetite made me nauseous. If we continue with the talk, I take the wins out with the losses. You see me gripping with the gossip. Now I'm in dinner with the bosses. Cause I hit the vape because it's needed. I fall asleep like Tempur-Pedic. Gotta light, I'll be there. And kill my niggas for no reason. I am. These bullets coming at you. Take these bullets from me, that's my grimy waifu. It keep on dumping it too. Take these bullets from me, that's mine. No.
Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps. Toujours Sabrina Gaudreau-Drouin au micro. On se retrouve avec Elliot pour la deuxième chronique de notre émission. La semaine dernière, tu nous avais parlé des relations étroites qu'avait entretenues la basilique de Saint-Denis avec la monarchie. Cette semaine, tu nous montres comment tout ça se concrétise à partir des Capétiens, où on verra vraiment le Saint-Denis comme faisant partie intégrante du programme politique et symbolique des rois de France. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser la parole, Elliot. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais fait quand même un panorama, on va dire, assez long, du 5e au 15e siècle quasiment. Donc c'est vrai que sur la fin on avait un peu accéléré, et puis c'était surtout, je m'intéressais aux évolutions, on va dire, plus architecturales, comment on mettait en place certaines choses. Et là je vais revenir du coup pour parler plus en détail de ce qui se passe sous les Capétiens. Donc on va parler d'une période qui s'étend du 11e au 15e siècle pour le Moyen-Âge, et on fera peut-être quelques excursions un peu plus loin si on a le temps à la fin. Super. Alors donc comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est très important sur les Carolingiens ou les Capétiens, c'est en fait, il y a un passage symbolique qui est assez important. Par exemple, la vision du roi n'a rien à voir entre les Carolingiens et les Capétiens. Chez les Carolingiens, le roi c'est un primus inter pares, c'est le premier de ses égaux en fait. C'est quelqu'un qui est élu, même si c'est la même dynastie qui continue, mais qui est la dynastie est désignée dans le rôle d'arbitre. Les Capétiens c'est différent. Une Capet en fait va totalement changer peu à peu la façon dont va voir le roi. Le roi est dorénavant un intermédiaire entre les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une différence de statut, mais une différence d'essence entre le roi et les autres sujets du royaume. Le roi, c'est intermédiaire entre les cieux et la terre. Et en fait, ce qui va se cristalliser autour de Saint-Denis va en fait tout simplement aider à faire entrer cette idée dans les mentalités. J'ai parlé la semaine dernière de la légende de Dagobert. C'est le fait que Dagobert, lorsqu'il était tout simplement... lorsqu'il est mort, on a prétendu que son âme était tombée en enfer, et au 11e, 12e siècle, on va créer des légendes autour de ce qui arrivait à son âme après sa mort. Le fait que Saint-Denis soit venu le chercher en enfer pour le ramener en fait au paradis, et c'est ce rôle en fait de protecteur qui est aussi venu du fait que pas mal de rois ont été enterrés autour de Saint-Denis. Comme l'a expliqué Jean-Noël, c'est important de se faire enterrer auprès des reliques d'un saint, c'est quelque chose d'assez prestigieux politiquement, symboliquement, et donc les rois des Francs vont continuer à travailler là-dessus. Mais ça va vraiment décoller avec l'abbé Sugère en fait. L'abbé Sugère, je vous en ai rapidement parlé, c'est un des grands abbés de Saint-Denis, mais il est très proche de la royauté dès le départ. Lorsqu'il fait ses études à Saint-Denis, lorsqu'il est jeune, tout simplement, il fait ses études avec le roi Louis VI, qui lui aussi à l'époque est à Saint-Denis et est éduqué par les moines pour préparer à prendre la succession. Ils sont plutôt proches quand ils sont là-bas, mais c'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Mais par la suite, ils vont se retrouver politiquement. Lorsque Sugère va être nommé abbé de Saint-Denis, Sugère, par rapport à Louis VI, ce sera un de ses principaux conseillers, un de ses ambassadeurs, sera même un de ses hommes de guerre. Sugère va plusieurs fois, même en tant qu'abbé, mener les armées du roi dans l'enceinte du domaine royal pour le protéger. Donc on voit c'est quand même quelqu'un qui a une délégation de pouvoir qui est assez importante. Pareil, par rapport à Louis VII, il va y avoir aussi une relation. Louis VII ne devait pas normalement régner. Au départ, son frère Philippe qui devait hériter, mais il est mort dans un bête accident de chasse, un vrai accident. Il a été éventré par un cochon sauvage, et du coup, on a retiré Louis, qui à l'époque était éduqué en fait au monastère de Saint-Denis, notamment par Sugère, et on l'a mis sur le trône. Ce qui a fait un roi qui n'était pas très à l'aise au début avec la politique et qui s'est un peu construit par la suite. C'était pas sa volonté à lui, finalement. Là. Non, c'était pas ce qui le passionnait vraiment. C'est fait que son mariage avec Aliénor d'Aquitaine était un peu compliqué parce qu'elle était vraiment plus taillée pour le pouvoir. D'ailleurs, Aliénor, qui a par la suite a quand même énormément participé à la direction du domaine royal et à l'extension du royaume. C'est des choses assez intéressantes à voir, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Là, c'est Sugère qui nous intéresse. Je vous ai dit que Sugère avait mis plusieurs symboles royaux majeurs en place. Je vous ai parlé de la fleur de lys. Le fait qu'avant la fleur de lys, c'est un symbole qui est assez commun chez les Francs. On peut le trouver dans plusieurs dynasties. C'est Sugère qui va le réserver au roi de France. Pourquoi ? Je vous ai dit parce qu'une fleur de lys a 3 têtes. C'est donc un symbole trinitaire. Et donc imposé sur la personne du roi, ça renforce cette idée d'intermédiaire entre les cieux et la terre. Donc Sugère travaille énormément ce symbole de la Trinité dans par exemple son programme architectural à la basilique de Saint-Denis. C'est lui qui va faire de Saint-Denis la première église gothique. Alors, celle de Sens a des éléments gothiques qui sont contemporains, mais c'est seulement pour une tour qui est une adjonction bâtiment préexistant. Saint-Denis, c'est la première église vraiment avec un intérieur gothique et une façade gothique. Et sur la façade, dorénavant, il y aura 3 portails et 3 étages. Ce sont des rappels trinitaires, tout simplement. Mais en plus de ça, il y a les vitraux qui apparaissent, parce que le changement d'architecture fait que les murs ne sont plus porteurs, le poids est soutenu en fait par des croisées d'ogives, ce sont simplement des piliers qui se séparent en pilastres, qui se croisent en fait dans les voûtes, et donc répartissent la force,
les forces qui pèsent sur le bâtiment sur les piliers et non plus sur les murs, ce qui permet d'évider en fait l'intérieur du bâtiment et de faire des grands espaces ouverts. Et aussi, du coup, le mur étant plus porteur, on peut y faire des ouvertures et y placer des vitraux. Il y a un vitrail qui est extrêmement important à Saint-Denis, c'est le vitrail de la chapelle axiale, donc celle qui est dans l'axe est-ouest de l'église, donc l'axe le plus important, hein, c'est la course du soleil. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Pour ça, sur les portails à l'ouest des églises au Moyen-Âge, vous avez sculpté des enfers et des apocalypses, parce que c'est là où le soleil se couche. C'est là, c'est la fin du monde, la fin du cycle, et du coup, vous rentrez par là et vous remontez jusque là où le soleil se lève, donc le lieu de la résurrection de la Jérusalem céleste. Et donc, dans ce lieu important, qui est la partie la plus importante une des parties les plus importantes de l'église, et ben, à Saint-Denis, vous avez un grand vitrail qui représente un arbre de Jessé. Un arbre de Jessé, c'est un épisode dérivé de l'Ancien Testament, retravaillé par le Nouveau Testament. Jessé, en fait, un jour fait un rêve. Il rêve de la généalogie des rois de l'Ancien Testament jusqu'à la Vierge, puis donc jusqu'au Christ. Et en fait, vous avez donc Jessé qui rêve en bas du vitrail et le Christ tout en haut. Vous avez une ligne en fait droite qui relie tous les rois de l'Ancien Testament jusqu'au Christ. Eh bien, c'est curieux. Et là, c'est curieux, exactement. En fait, c'est un symbole politique. Et ce qui est important, c'est que c'est le premier vitrail à utiliser la couleur bleue. Le bleu, c'est très rare avant le XIIe siècle, en fait, parce qu'on n'a pas des matériaux qui tiennent vraiment la lumière et le temps. C'est les bleus qu'on a à disposition facilement en Europe s'abîment très vite. Mais on va commencer à en importer, en fait, du sud de la Méditerranée, des vitraux de très bonne qualité. Et du coup, on va s'en servir à Saint-Denis, et ça a donné ce qu'on appelle plus tard le bleu de Chartres, en fait. Par curiosité, le matériel que tu utilisais pour faire la couleur bleue qui venait du sud de la Méditerranée, c'est quel? Alors j'ai pas les plantes exactes, mais je sais en fait que c'est tiré d'une algue et d'une plante tinctoriale. L'algue étant vraiment forte en azote et la plante c'est de la potasse, je crois. Okay. Du coup, azote plus potassium, c'est quelque chose d'extrêmement instable. Donc en chimie, plus vous avez une réaction instable, plus vous avez un dégagement d'énergie, mais plus le résultat obtenu est stable. Exemple très simple que tout le monde comprend, l'eau. H2, O. Hydrogène, oxygène, extrêmement instable. Vous les mettez ensemble, vous avez de l'eau, c'est un des trucs les plus stables en chimie. Et ben, c'est à peu près le même type. Alors, je fais ça très avec c'est un schéma, mais en fait, c'est simplement une réaction qu'ils arrivent à obtenir avec les techniques de Verrier qu'ils ont. Généralement en Tunisie, en Égypte à cette époque, et du coup ça permet d'obtenir ce verre qui tient très bien le temps et la lumière. Et du coup c'est quelque chose de très prestigieux, et si vous pouvez le mettre en place dans une église, ça montre la puissance de votre communauté. Et comme Suger va en fait pousser le roi à prendre la couleur bleue comme sa couleur, qui est la couleur qui renvoie dorénavant à la Vierge, et on a vraiment tout un faisceau en fait de symboles qui se met en place, qui lie vraiment le roi, je vous ai dit, dans cette position d'intermédiaire entre les cieux et la terre. D'ailleurs, dans la même époque, je vous ai dit, les régalias, les symboles du pouvoir royal, sont dorénavant confiés à Saint-Denis, sont gardés dans le trésor, et donc Saint-Denis commence à vraiment travailler l'image du roi. Et c'est pas étonnant que le roi suivant, Philippe le Bel, lui, va changer de titre. Il va passer de roi des Francs, à roi de France. Pourquoi ? Parce que son pouvoir a augmenté. Louis VII, quand il est parti en croisade, a laissé le domaine royal, donc les terres qui lui appartiennent, à Suger, qui va les gérer en fait. Il va très bien les gérer, il va rationaliser l'administration, les impôts. Lorsque Louis VII revient, il a un domaine royal pacifié et les caisses de l'État sont pleines, ce qui donc permet à son fils de projeter son pouvoir de plus en plus loin. Philippe Auguste, sa grande bataille, c'est la bataille de Bouvines, qui est sur la côte atlantique. La grande bataille de son grand-père Louis VI, c'est à la tour d'Étampes. Étampes, c'est à 45 minutes en voiture de Paris. À l'époque, c'est à 2 jours à cheval avec une armée, parce qu'une armée, ça se déplace en ce moment. Pourquoi ? Parce que Louis VI, lui, son but, c'est de protéger son territoire, qui lui appartient. Philippe Auguste n'a plus ce problème, et donc lui il va essayer de diffuser le pouvoir royal et son autorité. Le but c'est pas de régner sur tout le monde, hein, c'est pas encore dans les esprits à l'époque, non, le but c'est d'être un arbitre incontestable. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver avec Louis IX. Louis IX, je vous en ai parlé, vous connaissez son nom de Saint-Louis, c'est celui qui fait de Saint-Denis la nécropole officielle des rois de France. Et Louis IX, lui, il veut que ce roi soit cet intermédiaire entre les cieux et la terre, il veut. Et ça, en fait, tout simplement, c'est vu dans son programme politique et son programme iconographique. Il y a une image d'Épinal en France qui est assez connue, c'est Saint-Louis rendant la justice sous son chêne, à Vincennes. C'est le roi, source de justice. Et c'est ça qu'il met en place. Le roi est dorénavant l'ultime arbitre dans le royaume. C'est pas le plus puissant, mais c'est celui qui a le dernier mot en matière de justice. Il agit comme une cour de cassation, en fait. Comme le roi a dorénavant des baillis et des sénéchaux, c'est l'équivalent de préfet, si vous voulez, dans tout le royaume. Alors, les baillis, c'est au nord, et les sénéchaux, c'est au sud, dans les sénéchaussées. Voilà, en gros. Il y a une différence linguistique, hein, les sénéchaux parlent généralement la langue d'oc, et au nord on parle la langue d'oïl, pour faire très simple. Et en fait, lorsqu'un sujet est mécontent du jugement de son seigneur, il peut en référer au bailli ou au sénéchal qui peut faire remonter la plainte jusqu'au roi, qui va tout simplement pouvoir agir comme une cour de cassation s'il estime que le jugement est injuste. Mais d'où lui vient ce pouvoir ? C'est qu'il est cet intermédiaire entre les cieux et la terre, et donc c'est ce qui le justifie. Et donc en fait, la dynastie royale est justifiée par Dieu, et c'est ce qui met en place de la symbolique à Saint-Denis. Ces 16 gisants et tombeaux dont je vous ai parlé,
sont tout simplement un programme politique. C'est la continuité des 3 dynasties qui sont fusionnées symboliquement en une seule dynastie. Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens ne sont entre guillemets en fait qu'une seule grande dynastie. D'ailleurs, quand vous rentrez à l'époque par l'ouest, donc par l'Apocalypse, c'est temps obscur, vous remontez Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens en faisant le tour du chœur et vous terminez au centre de l'église, dans la partie la plus sacrée, à l'emplacement du futur tombeau de Louis IX, encadré par les 2 tombeaux de son père et de son grand-père, donc de Louis VIII et de Philippe Auguste, qui étaient des tombeaux en métal, pendant que tous les autres sont des tombeaux en pierre. Quand même, la symbolique est forte. Est très forte, surtout qu'en plus, les corps qui attendent, les tombeaux se ressemblent tous, parce que c'est le corps céleste qui attend la résurrection sur terre. C'est pour ça qu'on appelle ça des gisants. Ils gisent, ils sont allongés ici, en attendant la résurrection. Ils font tous 1m80, ils ont tous le même visage, quasiment. Alors, c'est important qu'ils fassent 1m80, parce que même Pépin le Bref fait 1m80. Alors pour Pépin le Bref, d'ailleurs, petite anecdote, c'est pas le Bref, en fait on l'a appelé plus tard, comme ça. C'est en fait celui qui était petit parmi les Pépins, c'est son grand-père dont Jean Nouvel nous a parlé, mais simplement, comme au 19e pour Napoléon, qu'on appelait Napoléon Petit, en fait on va mélanger les deux. Napoléon qui était le petit, en fait c'est Napoléon III, et on l'appelait Petit parce qu'il était petit moralement, parce qu'il avait trahi, parce qu'il a fait un coup d'état. Et comme Napoléon Ier, peu aimé des Anglais, était souvent caricaturé comme étant petit, avec un surnom de type Napoléon, bah ça s'est mélangé dans l'esprit des gens, et on a fait une déformation. Bah, Pépin le Bref, c'est le même problème. Tout ça pour dire en fait que Saint-Denis prend cette importance de vitrine. C'est là en fait le pouvoir royal s'exprime. Par exemple, sous le roi suivant, Philippe III, il n'y a pas beaucoup d'évolution parce qu'il règne très peu, mais son fils Philippe le Bel, lui, va en fait faire des nouveaux tombeaux pour son père et sa mère, donc pour Philippe III et sa mère Isabelle d'Aragon, mais simplement les tombeaux sont d'une autre matière. On a dorénavant des tombeaux en marbre et en pierre de Tournai, une pierre qui vient de Belgique, qui a un marbre noir en fait qui est assez dur à obtenir. Donc le roi est dorénavant capable de faire venir des matériaux précieux d'assez loin, qui coûtent très cher, et les artistes capables de les sculpter. Donc ça montre simplement une augmentation du pouvoir royal d'une certaine manière. D'ailleurs, à cette époque, il va refaire le tombeau de son grand-père parce que Louis IX, qui est devenu Saint-Louis entre-temps, mais il n'est pas mort en France. Il est mort en Tunisie lors d'une croisade, et pour ramener le corps, ça a été un peu compliqué. Un peu loin. Voilà, il a fallu le faire bouillir, récupérer les ossements, la partie la plus importante. Les chairs, on les a laissés au petit frère qui était Charles Ier d'Anjou, qui sont encore en Sicile aujourd'hui, à Montréal, c'est pas loin de Palerme. Et on a ramené les ossements à Saint-Denis. Mais parce que c'est le plus important, voilà, finalement. parce que l'ossement ne pourrissant pas, on s'est vu comme quelque chose de sacré, parce que ce qui est incorruptible est sacré au Moyen-Âge, est une vertu, exactement. Donc tout ça est confié à Saint-Denis, puis comme il devient saint, Philippe le Bel va prendre les os de son grand-père, les disperser en cadeaux diplomatiques, parce que les reliques ça doit circuler, donc c'est très bien vu par les gens. Il fait un grand tombeau en l'honneur de son père, qu'il met, comme il est au centre, ça justifie en fait tout simplement la lignée, parce qu'on a un saint dans la famille. C'était l'obsession du Capet, et l'obsession du Capet en fait se met en place avec Louis IX. Lui, il voulait un saint dans sa famille, il avait tenté de faire sanctifier pas mal de ses descendants, c'était assez marrant. C'est une anecdote assez marrante à voir. Mais en fait... Justement, c'est lui qui a été sanctifié, Louis IX. Voilà, c'est ça. Alors que ça faisait 3 siècles qu'on essayait de faire venir un saint dans la famille. Ça aurait dû être normalement Philippe Auguste, mais ça s'est pas bien passé à la base. Il avait une vie qu'il voulait mettre très en phase avec les canons chrétiens, ça n'a pas marché du tout. Et pour qu'il y ait un saint, il faut un miracle à tester. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, on voit que Saint-Denis centralise de plus en plus de symbolique. J'ai parlé de Charles V avec le premier gisant réaliste. Là, on commence à faire des moulages du visage. C'est André Bonneveux qui le réalise. C'est quelque chose d'extrêmement impressionnant à l'époque parce que on fait plus de portraits réalistes en fait au Moyen-Âge. Ça, c'est une pratique antique. Tout simplement, c'est lié au culte des ancêtres. Mais avec le poids, l'évolution artistique, le poids de la peste noire, de la guerre de 100 ans, des danses macabres, on commence à s'intéresser au corps terrestre, à la vie, à la mort, et donc on commence à représenter ces corps-là. Saint-Denis, en fait, est extrêmement lié au pouvoir royal, le montre, mais malheureusement, je l'ai dit avec la guerre de 100 ans, dans ma chronique précédente, tout ça va s'arrêter. La preuve, c'est que Louis XI, le fils de Charles VII, refusera de se faire enterrer là-bas. C'est le seul capétien entre Louis IX et Louis XVI qui n'est pas enterré à Saint-Denis. Quand même. Pourquoi ? Parce qu'il veut mettre en place une nouvelle tradition, il estime que Saint-Denis s'est dépassé, mais ça ne marchera pas comme ça. Et Saint-Denis reste importante au fur et à mesure. Les rois continuent à se faire enterrer là-bas, même si ce n'est plus qu'une nécropole. Il va y avoir les grands tombeaux de la Renaissance, je vous ai parlé, même les Bourbons, donc la branche cadette qui commence avec Henri IV, se font enterrer là-bas. Alors eux, simplement, ils font pas de statue. Si vous allez à Saint-Denis pendant les vacances un jour, vous voulez voir le tombeau de Louis XIV, il n'y est pas. Okay. Louis XIV a été enterré là-bas. Mais comme en fait, sous les Bourbons, le corps du roi incarne l'État, à représenter une statue funéraire du roi, notamment qu'à la Renaissance, on a ce qu'on appelle des transits, donc c'est des corps cadavériques, hein. Vous imaginez un corps desséché, les côtes ressortent, etc. Donc montrer ça aux yeux de tout le monde, c'est montrer un état un peu affaibli, et donc on préfère cacher le corps à la crypte et faire des grandes statues dans les places des villes. En fait, Saint-Denis a un dernier grand rôle à jouer par rapport à ça,
c'est que tout simplement à la Révolution française, lorsqu'on va avoir des destructions à Saint-Denis en 1793, c'est pas des destructions sauvages comme il y a pu avoir dans d'autres églises en France. Ça a été des destructions mandatées par la Convention, c'est l'Assemblée de l'époque, par des ouvriers spécialisés dans la taille de pierre, et on va détruire les symboles royaux, c'est-à-dire on va détruire les sceptres, les couronnes, les fleurs de lys, toutes ces représentations-là. Mais tout ce qui est les statues elles-mêmes, on va les garder. Pourquoi ? Parce que naît à ce moment-là la notion de patrimoine. Et donc on va pendant un temps retirer ces statues et les placer dans un dépôt qui va devenir un musée. Le muséum est inventé à ce moment-là également, qui est ouvert à tous dans un but d'éducation. Et elles seront renvoyées à Saint-Denis à la Restauration, donc au retour temporaire de la monarchie. Et Louis XVIII demandera à l'architecte de l'époque, qui s'appelle François Debré, de refaire une frise chronologique avec ces tombeaux pour justement à nouveau mettre en place une symbolique qui est que la Révolution n'était qu'une parenthèse. Et c'est pour ça qu'il demandera à ce qu'on fasse des statues pour Louis XIV, Henri IV, Louis XV, etc., etc. Par contre, ce qui est très marrant, c'est que c'est le 19e, donc la notion du patrimoine, c'est pas la même que la nôtre. Et par exemple, souvent, comme tous les gisants se ressemblent au 12e, 13e, on les mélange. Non, de près, voire même prendre d'autres, changer les noms, les déplacer, en disant c'est pas grave, personne verra la différence, l'important c'est le symbole. Mais super, merci beaucoup Elia de nous avoir informés sur la basilique. Son histoire est vraiment fascinante, puis on comprend maintenant beaucoup mieux son importance dans l'histoire. On va retourner en musique avec nos DJ préférés. Est-ce qu'on écoute? Oui Sab, pour aujourd'hui, on va écouter Fortune Cookie Club, leur nouvelle chanson Religion versus Gin. Oh. Dans le fond de ma gorge, plus en plus je trouve que c'est confortable. Je dîme le silence, pourtant je vis, mais je sais que je sers à rien. On a tous nos DVD de marde, notre petit grain de sel sur le monde. C'est encore correct qu'on fait, on refuse de l'avouer. Supplie Dieu devant ton hockey, laisse-moi pas tomber. Le petit tourne autour, notre téléphone, notre ambition sert plus à rien. N'oublie tout dans une bouteille, on a tout payé à payer. Oui pour une retraite éloignée, laisse-moi pas tomber. Cœur perdu, on n'aime plus rien de vrai. On a trop peur d'y penser. On s'habitue à presque n'importe quoi. C'est plus facile que de se fâcher. Non. Mais conteste.
Vous êtes toujours à Histoire de passer le temps pour cette dernière partie de l'émission, qui cette fois-ci est un peu différente qu'à l'habitude. Comme vous l'avez bien remarqué, là, j'ai pas annoncé de troisième chronique en début d'émission parce que je suis présentement entourée de médiévistes qui ont décidé de prendre une petite pause des manuscrits pour venir discuter avec moi, ou plutôt ensemble, pour montrer aux personnes comme moi qui en connaissent très peu sur le sujet, la pertinence en fait d'étudier cette période historique-là qui est le Moyen-Âge encore aujourd'hui. Donc je vais me permettre d'introduire un peu cette discussion-là, puis là vous y allez vraiment comme ça vous plaît, comme le vent vous amène, ce qui veut sortir sortira. Mais je vous pose la question, pourquoi en fait étudier l'histoire du Moyen-Âge au 21e siècle? C'est quoi finalement la pertinence encore aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Je dis pas qu'il y a aucun sujet qui est jamais épuisé, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous avez 3 heures. C'est vrai que ça ferait un bon sujet de dissertation. Moi, je vais me permettre de commencer. Moi et toi, Jean-Félix. Non, j'avais lancé la question justement qu'on en discutait, qu'on avait parlé de faire une émission spéciale Moyen-Âge, mais je dirais que la première raison pour laquelle moi personnellement j'ai commencé à étudier le Moyen-Âge, c'était quand j'étais dans un cours de John Brandel, un cours qui s'appelait Perception et pratique de l'espace au Moyen-Âge, et que j'avais été complètement fasciné par cette période intermédiaire, cette période vide, creuse de l'histoire finalement, où il y a toujours des périodes comme creuses ou vides dans certaines régions du monde quand on fait de l'histoire, mais dans notre histoire à nous, de voir que entre les années à peu près, après la chute de l'Empire romain, 476, 500, jusqu'à, disons, 600, 700, il y a vraiment un vide. On n'a pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de sources. Merci. Ouais, c'est le haut Moyen-Âge qui m'avait fasciné. Donc, de retourner, d'aller me poser des questions, puis de découvrir finalement que il y a l'histoire, puis de voir finalement que cette pauvreté de sources, c'est aussi une richesse d'interprétation possible, de questions qu'on peut se poser. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, je suis d'accord, ce Moyen-Âge fascine énormément aujourd'hui, puis finalement ce qu'on voit encore de nos jours, et c'est peut-être pour appuyer plus dans le sens de faire des études du Moyen-Âge aujourd'hui en tant qu'historien, mais aussi en tant que médiéviste, c'est que ce Moyen-Âge, c'est un peu toujours le Moyen-Âge idéalisé ou noir qu'on voit en fait, c'est ce passé lointain mais qui est proche à la fois, comme disait Le Goff. Donc c'est évidemment un monde occidental, donc bon, tout le monde ne peut pas s'identifier aisément avec ce passé proche et lointain. Mais je pense qu'il y a vraiment un attrait à aller étudier les valeurs et les normes de cette époque pour parfois éclairer, je dis pas comprendre, le présent. Et je pense qu'en tant que chercheur, voilà, dans mener cette quête, cette recherche peut-être identitaire ou non, mais il y a des clés d'interprétation, de compréhension de notre société actuelle pour une société qui est à la fois proche et lointaine. Mais je pense qu'être un bon médiéviste, c'est aussi surtout être curieux et être fasciné tout à la fois en restant le plus objectif possible, si toutefois on peut l'être en histoire. Ouais. Je voulais revenir sur ce que tu as dit sur la question de la compréhension du présent, parce que dans le système d'éducation, dans la formation en histoire, évidemment, on a toujours la vision de ce Moyen-Âge sombre qui constitue une espèce de trou civilisationnel entre la glorieuse Antiquité et le monde présent. Et on présente toujours l'Antiquité comme le principal... l'origine de nos institutions et de notre société, alors qu'on oublie beaucoup, on est actuellement dans une université. L'université, c'est une institution médiévale. En droit aussi, il y a plein de choses. Le droit est une production médiévale. Beaucoup d'éléments de notre culture, notamment la pensée chrétienne qui a profondément influencé la pensée occidentale telle qu'elle a été développée, c'est une production du Moyen-Âge. Il n'y a pas cette espèce de vide civilisationnel. Ça, c'est une création des Lumières qui voulait s'inspirer, de l'Antiquité pour effectuer une rupture avec ce qu'ils percevaient comme l'obscurité de la monarchie et de la féodalité, alors que notre culture est profondément ancrée dans la culture médiévale. Elliot, tu voulais rebondir? Je voulais rebondir déjà sur ce fait, il y a cette espèce de vision un peu fantasmée d'un Moyen-Âge obscur où il se passe rien, alors que à cette table, on sait pour le nombre d'heures qu'on y a passé qu'il se passe pas mal de choses. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans le Moyen-Âge, moi, je suis peut-être un peu un médiéviste tardif. Moi, j'y suis arrivé plutôt vers 18 ans. J'étais à ce qui serait un peu l'équivalent du cégep en France.
en un peu plus restrictif, et j'étais en cours d'histoire, et notre professeur nous avait fait un cours sur le 19e qui était très très dense, et après il nous a fait un cours sur le Moyen-Âge à partir du Moyen-Âge de Saint-Louis de Jacques Le Goff. Et en fait, c'est une approche anthropologique du Moyen-Âge à partir d'une biographie d'un roi très connu. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'en fait, on se rend compte, comme disait Maxime, beaucoup de choses qui forment notre société actuelle viennent du Moyen-Âge, mais elles ont été transformées. Mais du coup, des choses qui nous paraissent évidentes dans notre vie de tous les jours, qui sont en fait héritées d'autres périodes du 19e, du 18e, quand vous étudiez le Moyen-Âge, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était extrêmement différent. Un exemple que j'adore, c'est dans un très bon livre qui s'appelle Montaillou, village occitan d'Emmanuel Leroy-Ladurie. À un moment, on suit un berger. Donc, paysan, berger au Moyen-Âge, à ton avis, combien de jours fériés, de jours où il travaille pas par an? Pas beaucoup. Et il en a plus que nous. Il a 130 jours fériés par an. C'est quasi un jour sur 3. Un jour sur 3. Mais c'est normal, c'est les rythmes de la nature. Lui, il vit dans la montagne, il a une vision de l'économie différente. Et encore, ça c'est la vision dans la montagne. Dans la ville, il est au 14e siècle, c'est un peu différent, etc. Mais en fait, ce sont des gens comme nous, ce sont des gens qui sont nés, qui ont vécu et qui sont morts, comme nous, qui sont des êtres humains comme nous, qui ont un cerveau, qui ont des instincts, etc. Mais qui ont une construction culturelle qui peut être différente ou qui peut être semblable. Et donc, du coup, voir le jeu entre les deux, ça peut nous aider, nous, à prendre des distances par rapport à des choses qui nous semblent venir de toute éternité, qui ont toujours été comme ça. Par exemple, quelqu'un vous dit par rapport à la chrétienté, ah oui, non, mais les catholicistes, les prêtres se marient pas, ça a toujours été comme ça. C'est faux. Au Moyen-Âge, dans le catholicisme, il y a beaucoup de prêtres qui se marient. C'est avec la réforme grégorienne que ça disparaît. Et même si vous me permettez un dernier exemple, pour pas monopoliser trop la discussion quand même, un truc que j'adore, c'est par exemple la position de la femme. Bon, on va dire les femmes de pouvoir, parce que les femmes dans la vie chrétienne, c'est un peu plus difficile d'avoir des sources. D'abord, en plus, chez les Mérovingiens, que les femmes ont... elles ont un rôle... un pouvoir politique. Déjà, les femmes transmettent l'héritage et les terres chez les nobles. C'est pour ça que ça se marie avec plusieurs femmes, parce que l'homme ne peut pas transmettre les héritages. Donc, c'est la femme qui a le pouvoir de créer l'homme. Clovis n'a en fait pu devenir roi des Francs que parce que ces femmes avaient beaucoup de terres. Et donc l'exemple que je prends, c'est souvent le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, ça arrive en Europe à peu près à l'époque de Charlemagne. Donc le couple de pouvoir... Alors c'est le roi et la reine, on est d'accord. Bon, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas créé en Europe, le jeu d'échecs, c'est créé en Inde. Mais nous, on récupère pas la version indienne, on récupère la version persane islamique du 7e siècle. Au 7e siècle, à cette époque, c'est l'empire abbasside. C'est donc le calife et le vizir, le plus haut de pouvoir. Le calife, il est bloqué dans son palais. Parce qu'il y a une révolution qui fait il est à Samarra, c'est la nouvelle capitale. Il a fait une garde rapprochée qui a pris le pouvoir. Donc en fait, c'est le plus puissant, c'est l'envoyé de Dieu sur terre, l'émir Al-Mouminoun, le commandeur des croyants. Mais il est bloqué dans son palais. Donc c'est pour ça que votre roi, il peut se déplacer que d'une case tout autour. Mais que si vous perdez la pièce, vous perdez la partie. Par contre, celui qui dirige les affaires du royaume, c'est le vizir. Donc le vizir, lui, se balade partout. Avant, arrière, gauche, droite, diagonale. Par contre, vous perdez votre vizir, vous perdez pas la partie. Et si un pion qui représente le soldat combat assez bien, il peut être promu en arrivant au bout de l'échiquier et devenir vizir. Qui vient de changer complètement ma conception des échecs. Quand il réfléchit, le pion qui se transforme en reine, c'est pas logique. En tout cas pour nous, un homme qui devient une femme, pour l'époque on dirait mais inventé au Moyen-Âge, c'est pas normal, etc. Mais non, c'est l'évolution de pouvoir, parce que c'est pas vu homme-femme, etc. C'est vu position de pouvoir. Quand tout ça arrive en Europe, à l'époque de Charlemagne, le duo de pouvoir, c'est le roi et la reine. Et donc ça paraît normal aux gens que le rôle du vizir soit occupé par le rôle de la reine. Mais il y a d'autres pièces comme ça qui changent de nom. Par exemple, collé au roi et à la reine, donc au vizir, au calife, en Perse, c'est l'éléphant, parce que l'éléphant est un symbole de pouvoir califal. C'est pour ça d'ailleurs que les califes dans l'Andalous ont offert un éléphant à Charlemagne, pour montrer qu'ils le reconnaissaient comme un égal politique. Ça arrive en Europe, on n'a pas d'éléphant. Donc qui est collé au roi et à la reine aux échecs? Vraiment collé. C'est le cheval. Non, collé. Non. Les fous, mais donc les évêques. Vous voyez que je joue pas aux échecs. Donc c'est les fous, parce que le fou, lui, peut parler directement au roi et à la reine, il peut leur dire la vérité, donc il a un accès. Et en Angleterre, c'est les bishops, c'est les évêques, parce que l'évêque est très proche du pouvoir. Et donc rien qu'à travers un simple exercice de traduction, on voit qu'en fait les choses évoluent énormément. Et donc quand on se dit que les choses changent comme ça, on peut se dire que sur notre société, des choses qui nous paraissent évidentes ont peut-être évolué. Et donc si ça a changé à un moment, ça peut peut-être changer à nouveau. Ouais, et c'est ça qui est intéressant avec le Moyen-Âge, ce passé proche lointain finalement, parce qu'on voit qu'il y a tout un processus de sélection, d'oubli volontaire aussi dans ce qu'on conserve, parce que c'est aussi une société de l'oral, mais de l'écrit surtout, et que dans ce choix délibéré d'oublier d'envoyer dans l'ombre littéraire des discours, des politiques, des noms même, il y a des choses vraiment très semblables actuellement aussi, parce que c'est intrinsèque à nous, société de l'écrit, aujourd'hui qui plus est dans un monde interconnecté, je veux dire l'écrit s'oublie encore plus vite que dans une époque médiévale où on est quand même sur des manuscrits parchemins, ça a une valeur aussi intrinsèque en soi, donc
Je pense que étudier ces discours, les remettre en contexte, ces façons d'oublier ou non ce passé, dans quelle est la volonté politique ou non derrière, mais il n'y a pas, je veux dire, je pense que ça a tout son attrait aujourd'hui. Puis je veux dire, bon, certes, ici, je vous présente une histoire des grands, c'est pour mieux comprendre du haut vers le bas une société, mais je pourrais très bien vous parler du paysan à l'époque du Haut Moyen-Âge. On a des documents, même si eux ne produisent pas l'écrit. Donc, je crois qu'il est important, en tant qu'historien aussi, de remettre tout ça en musique et en contexte, et surtout de le rendre intelligible, pas que pour soi entre nous à l'université, mais comme ici à la radio, de pouvoir le partager en fait avec le plus grand nombre de personnes pour montrer que ce Moyen-Âge finalement est beaucoup plus fleuri qu'on ne le pense. Par exemple, un exemple que j'aime souvent prendre, c'est on pense le Moyen-Âge comme le pouvoir du roi, du seigneur tout puissant. Non, c'est l'époque moderne, donc l'époque des années 1500 jusqu'à la révolution industrielle, est beaucoup plus normée, beaucoup plus même sclérosé au niveau des jeux de pouvoir que le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, tout est ouvert jusqu'à la toute fin. Le roi de France, par exemple, quand en Orient, on parle, dans les sociétés musulmanes, on parle du grand-duc d'Occident au XIVe, XVe siècle, on parle pas du roi de France, on parle pas du roi d'Angleterre, on parle du duc de Bourgogne. Parce que c'est lui le plus puissant à ce moment-là, pendant la guerre de 100 ans. C'est lui qui a la cour la plus impressionnante. Et donc les jeux de pouvoir sont pas les mêmes. Et par exemple, le Parlement, on imagine le roi d'Angleterre, par exemple, comme un roi extrêmement puissant, etc. Non, le roi d'Angleterre, c'est le premier roi à se faire imposer par ses nobles un parlement, une loi. Il se fait voter ses budgets, il a plus d'argent, il devient d'une certaine manière prisonnier de sa noblesse. Alors, des fois, il y en a des plus puissants que d'autres. Mais c'est pour montrer qu'en fait, des systèmes politiques se créent. Pareil, le procès avec preuves contradictoires et avec charge de la preuve sur l'accusation, c'est Moyen-Âge. Et c'est même horrible de dire ça, mais c'est l'Inquisition. D'un certain point de vue, avec tous les guillemets du monde, l'Inquisition, c'est une avancée sociale. Pourquoi ? Parce qu'on commence à se dire qu'il faut peut-être des preuves avant d'accuser les gens, et pas leur coller une épée dans la main, et c'est celui qui gagne. Non mais rigole pas, le tribal combat dans Game of Thrones, ça vient d'une vraie pratique médiévale, qui est le jugement de Dieu. C'est le droit germanique. Oui. Et c'est le droit germanique, on met une épée dans la main aux deux, et c'est celui qui gagne, qui est jugé comme ayant raison, du point de vue de Dieu. Il y a ça, puis aussi l'ordalie qui est très courante, où si par exemple on va t'accuser d'être une sorcière, on va t'accrocher après une roche, on va te dire parfait, alors à ce moment-là, on va te jeter dans un lac. Puis si tu survis, t'es une sorcière, puis on te brûle. Puis si tu coules, t'étais quelqu'un qui est allé au paradis. Mais c'est ça, mais de toute façon, tu vas au paradis. Fait c'est ça, ouais, ça va. Alors, c'est bien quand même. Et encore, la chasse aux sorcières, c'est un truc de l'époque moderne, encore une fois. Ouais. Au Moyen-Âge, on crame pas les sorcières. Ça, c'est à la fin c'est après le Moyen-Âge qu'on crame les sorcières. Oui, on va sortir Jeanne d'Arc. On crame des hérétiques, par contre. Jeanne d'Arc, c'est ça. Les apostats, ouais. En fait, c'est ceux qui renient une nouvelle fois la religion. Voilà, c'est-à-dire que t'es jamais cramé du premier coup au Moyen-Âge. T'es cramé quand on t'a condamné. Ah, au moins. Tu t'es repenti, puis si tu retombes dans tes mauvais travers, là on te crame. On te crame au deuxième coup, pas au premier. Un meilleur exemple de l'ordalie, ce serait par exemple quand dans le récit de Tristan et Iseult, quand Iseult marche sur les chardons ardents et il ne se brûle pas. Ça, c'est une forme d'ordalie. Donc c'est le fait que c'est la volonté divine qui finalement te sauve, étant donné que t'es pas coupable. Mais c'est de chercher des signes qui sont divins. J'aurais une question. Oui. Pour nos médiévistes à table. C'est quand que ça finit le Moyen-Âge? Là, attends une minute, il reste 3 minutes, là. Wow. Je vous donne 3 minutes à répondre. Ben écoute, je m'engage à venir faire une chronique sur le long Moyen-Âge. Ça sera avec bonheur. Bon. Mais on va parler de Jacques Le Goff, c'est bien. Mais disons qu'il y a c'est un des sujets probablement sur lesquels les médiévistes se tapent le plus sur la gueule. Je veux dire, il y a une posture qui va dire que ça va finir en 1789 avec la Révolution française. Il y en a qui vont dire, ouais, moi je suis plutôt de cette école-là, mais il y en a qui vont dire que c'est avec l'imprimerie, la découverte de l'Amérique, la chute de Constantinople. Ça, c'est la plus classique qu'on a appris au secondaire, là, mais le paysan français, il s'en fout un peu de la chute de Constantinople. Et surtout que la chute de Constantinople, c'est surtout en Amérique du Nord, parce qu'en France, la chute de Constantinople, on s'en fiche. Ouais, voilà. On met plutôt en 92. Hein. La vraie question, ça reste plutôt quand est-ce que commence l'époque moderne? Si l'époque moderne existe. C'est ça. Encore une fois, ça reste très européen centré. Évidemment, c'est une version très occidentale. Si on va au Japon, on peut voir d'autres choses, d'autres structures. Donc, et surtout que le Japon a un Moyen-Âge. Oui. Et une féodalité. Et une féodalité, alors qu'il y a d'autres civilisations, ce n'est pas sûr. Par exemple, en Afrique, c'est dans certaines, par exemple en Éthiopie, c'est plutôt admis qu'il peut avoir quelque chose qui ressemble au Moyen-Âge. Mais dans d'autres royaumes, c'est pas sûr. Hein, c'est des évolutions très différentes. Ouais, c'est des questions qui pourraient faire des ça répond à ma question. T'es sûr? Je dis après les Carolingiens.
C'est une autre ère déjà. Parce qu'en même temps, l'Antiquité, on pourrait parler des Carolingiens, on pourrait finalement dire que l'Antiquité peut remonter facilement jusqu'au Xe siècle, jusqu'à l'an 1000. Mais c'est une vision, l'Antiquité, ça faisait partie de la vision qui était très chrétienne, de comment est-ce que le monde était divisé, le temps des anciens, tout simplement. Donc, on a gardé la division chrétienne, finalement, de cette division du monde, de cette division du temps. Et on a ajouté, avec l'histoire, des nouvelles divisions qui viennent après, finalement, la fin du temps qui était supposée arriver, qui n'est pas arrivée vers l'an 1000. Puis on a décidé de couper l'histoire d'une certaine façon et on a gardé d'une manière assez traditionnelle ces divisions-là. Donc, traditionnellement, on pourrait dire que ce qu'on apprend à l'école, que ça finit vers le 15e siècle, c'est une vision traditionnelle de comment est-ce que le Moyen-Âge se termine. Puis c'est un bon compromis dans l'échelle européenne parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, qui changent la transmission du savoir, le pouvoir devient de plus en plus centralisé dans les grands ensembles des royaumes. Donc généralement, bon, même si on aime bien pinailler, on dit qu'elle est la jonction 15e, 16e, ça passe. Ça dépend. Oui, c'est ça, encore une fois, c'est fait d'après l'écrit des grands et des grands hommes. Donc, si comme Maxime le disait, on le voit pour le paysan, il n'y a pas grand-chose qui change finalement de ce point de vue-là. Je vais réquisitionner la dernière minute, mais c'est sur cette discussion tellement intéressante, on en aurait pris tellement plus. Mais ça, on va continuer ça en janvier, j'imagine. Si cette formule-là plaît, juste nous en informer. En tout cas, nous, je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir. Je parle pour moi qui connaissais pas grand-chose, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais bon. Je tiens à vous remercier, autant aux invités qu'aux chroniqueurs de cette semaine, et à Charles et Julien en régie, bien évidemment. C'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Assurez-vous d'être présents à l'antenne la semaine prochaine pour notre émission thématique de Noël, bien évidemment. Entre-temps, n'hésitez surtout pas à communiquer, échanger avec nous sur nos médias sociaux, Facebook et Twitter. En terminant, vous pouvez réécouter l'émission en balado sur iTunes et Spotify. Et nous, on se dit au revoir et à vendredi prochain dès 16h sur les ondes numériques de choc.ca. Donc, bonne soirée et bonne fin de semaine à tous et à toutes.